Non, à l'époque, c'était costard, bizarre. Et rien qu'à sa tête, déjà, tu sentais qu'il fallait que tu accroches ton portefeuille, sinon il allait disparaître. Non, c'était déjà vraiment l'archétype de ce que tu n'as pas envie d'être comme agent immobilier, tu vois. Sauf que quand tu te plantes, tu perds tout le monde. Tu te retrouves tout seul. T'as plus d'argent, t'es plus drôle, t'as la tête dans le seau. C'est pas terrible, quoi. Tu vois, tu prends une grande claque, tu te rends pas compte de ce que c'est, tu perds tout d'un coup. Les gens te regardent comme si t'avais tué quelqu'un. Bon, Franck, merci d'être venu. C'est un plaisir. Du sud de la France? Oui, sud-ouest. Sud-ouest. Bon, t'es pas venu que pour ça, tu me l'as dit tout à l'heure. Non, on va être je honnête. suis ravi de te voir, mais je suis pas venu que pour ça. Mais d'ailleurs, tu fais quoi sur Paris cette semaine en quelques mots? Je fais quoi sur Paris? Ouais. Alors, t'as compris, pas du tourisme. Hein. J'en profite pour voir mes enfants, bien évidemment, mais Ok. j'ai des clients sur Paris. En fait, j'ai des clients sur la côte basque, tout le sud-ouest, mais aussi sur Paris. En fait, c'est là où j'ai mon réseau, où j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Ok, bon, bah, on va pouvoir y venir juste après. Le nom du podcast, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et donc l'idée, c'est de revenir à ton premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur, et de remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. Moi, en tant que castor, je vais mettre des barrages qui schématiquement font les questions. Bien sûr. Et donc, on va arriver un petit peu à ce que tu fais aujourd'hui. Mais juste avant de revenir à ce premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur, est-ce que tu peux nous dire en 2 minutes l'activité qui est la tienne aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue entrepreneurial ou même investissement? Je ne sais pas si tu as des investissements IMO à côté. Mais... Alors, plutôt entrepreneurial. Ouais. Aujourd'hui, je suis consultant. Je suis consultant indépendant. En fait, je travaille avec une équipe. On est tous indépendants et en fait, on fait de l'accompagnement sur des équipes commerciales, sur des commerciaux. On fait de la formation, de l'accompagnement et de l'audit également, plus spécialisé dans l'immobilier. D'accord, parce que c'est le gros de ma carrière, bien évidemment. L'idée, c'est de proposer tes services à une agence qui a besoin qui a des problématiques de management, qui a des problématiques de formation commerciale. D'accord. Et est-ce que d'ailleurs, petite question, parce que c'est un sujet d'actualité pour moi, plus question personnelle, mais tu rentres dans ces histoires de 42 heures ou pas du tout? Oui, obligatoire? bien sûr. Comme tu le sais, en agent immobilier, on est obligé de faire 42 heures tous les 3 ans. Oui. Voilà, c'est vécu souvent comme une contrainte par certains agents immobiliers, donc ils font de la formation en ligne, mais pas toujours très quali. En fait, nous, on leur propose de faire... Alors, on a un outil, on a une application pour faire de la formation rapide et puis pour faire du training régulièrement, mais nos formations, c'est du présentiel et on se déplace dans les agences la plupart du temps, dans 99% des cas, pour faire de la formation sur mesure. Donc aujourd'hui, tu bosses dans une structure qui fait de la formation pour les agents immobiliers au sens large, et toi, tu es consultant parmi cette structure ou tu as des parts Alors, moi, je suis totalement indépendant, et en fait, je passe par cette structure, déjà pour pas être tout seul, pour pouvoir partager, échanger, et puis cette structure, elle est Calliope, donc ça permet d'aller chercher les financements pour les formations qu'on fait. Et eux, ils te fournissent aussi entre guillemets les clients, les agents immobiliers, ou c'est toi? Non, toi, très peu, c'est moi. Ok. Ah ouais, c'est vraiment indépendant. Donc, je cherche mes clients sur ma région, avec mon réseau, et après, eux, ils ont la structure Calliope, d'accord. si tu veux, pour Toi, aller tu chercher les bénéficies finalement de toutes les démarches administratives, ils s'en occupent, si je comprends bien, et toi, tu t'occupes du reste, trouver à la fois tes... C'est ça. Ok. Et vous êtes combien dans cette structure? Alors ça dépend parce qu'il y a sur les différents formateurs, parce que ça sur la partie formation, il y en a qui font pas ça à temps plein, ils ont une activité, ils font ça de temps en temps. À temps plein, je crois qu'on est 4. Mais dans des régions différentes. Ok. Et juste pour qu'on ait une idée, alors j'ai mes questions, tu as tes réponses, tu n'es pas obligé de répondre, mais je sais que ça stimule. Et puis ça permet aussi d'avoir une vision différente de ton activité. Aujourd'hui, ça te génère à peu près quelle source de revenus en chiffre d'affaires, ou même le résultat doit être plus ou moins le même, j'imagine, puisque à part le voyage, tu n'as pas tellement de dépenses. Mais en chiffre d'affaires annuel, c'est quoi comme... En fait, le chiffre d'affaires dépend également du temps que je consacre à ça, quoi. Si tu veux, quand je me suis déplacé au Pays Basque, c'était pour aussi avoir un rythme de vie et puis un confort de vie complètement différent. Donc aujourd'hui, je gagne moins d'argent que je gagnais quand j'étais cadre dans des grosses entreprises immobilières, mais je vis correctement, quoi. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Et ben écoute, on t'écoute pour ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur, si tu l'as en tête. Écoute, très bien. Moi, j'ai découvert la vente. Tu sais ce que c'est d'être planté au dernier moment. En fait, j'avais prévu de bosser 2 mois l'été pour me faire un peu de sous quand j'étais étudiant. Et en fait, ceux qui devaient me recruter pendant 2 mois m'ont dit bah non, en fait, on n'a pas de place. Donc, je me suis retrouvé à aller chercher un métier. Enfin, j'ai cherché un poste de vendeur en fait dans une grande galerie d'un centre commercial régional. Et ils m'ont recruté. Ils m'ont mis dehors là dans la galerie devant des portants pour vendre des soldes. Et en fait, ça a été le faisceau divin. Je me suis dit, en fait, c'est génial de faire de la vente, c'est super le commerce. Donc, du coup, je me suis orienté
dans mon parcours, grâce à ça, en fait, ça a été le moment. T'avais quoi? T'avais 16-17 ans à ce Ouais, moment-là? j'avais 18 ans, quoi. Okay. Ouais, j'avais 18 ans. Ouais, On vraiment, était en quelle année? En quelle année de... C'était quoi? C'était en 80? Je sais même pas quel âge t'as d'ailleurs, je t'ai pas demandé. Alors, on ne demande pas l'âge, en fait. C'est Moi, je le demande. Je viens d'avoir 59 ans, là. Ah, ok. Ouais, donc c'est les années tapis. Je sais pas si tu te souviens. Si. L'entreprise, il fallait vraiment développer des trucs. Donc, moi, j'ai découvert la vente parce que j'étais pas orienté vers ça. Et j'en ai parlé tout le temps, j'étais enthousiaste, je saoulais ma petite amie à l'époque le soir, et je me suis dit, il faut que je fasse ça. Et donc, le premier souvenir d'entrepreneur, c'est rigolo, j'étais à la fac de Sciences Éco à Paris 1, et en fait, je m'ennuyais, clairement, je m'ennuyais. Et par contre, on avait des copains qui avaient créé une société, ils faisaient des caleçons, à l'époque, c'est la mode, les caleçons en coton assez léger, et avec des jeux de dessin avec les braguettes, je trouvais ça très drôle. Et en fait, j'ai inondé la fac de Tolbiac de ces caleçons-là. En fait, c'est ma première distribution de produits, c'était ça. Et après, Donc, t'es rentré dans ces structures ou t'étais non, commercial? Ça, comme ça. Tu prenais des... Oui, mais quand tu parles d'entreprise, c'est un stock, tu les vends, tu fais un bénéfice, et puis voilà. Après, la vraie expérience entrepreneuriale, c'est comme je bossais dans les boutiques de fringues comme extra, j'ai rencontré ce qui est devenu mon associé à cette époque-là, et en fait j'étais extra, et c'est pareil, on se disait mais pourquoi on monte pas un business, quoi? Pourquoi on monte pas un commerce? Parce qu'en fait on adore ça, et puis voilà. Et puis de toute façon la fac ça mène à rien, lui il s'emmerdait dans son boulot, donc on s'est dit ça. Et en fait on voulait monter un supermarché, on a vite abandonné parce qu'on pensait que ça allait pas être très fun. Et puis on a fait ce qu'on savait faire, c'est-à-dire qu'on a voulu monter des boutiques de fringues, et on a monté une première franchise Koukaï qu'on a décroché au téléphone, comme quoi quand tu es jeune et que tu es enthousiaste, tu décroches à peu près tout. Et on a, je sais pas, moi je devais avoir à l'époque 10 000 francs, j'ai taxé mes parents de 30 000 francs, et puis on a créé une boutique Koukaï dans un centre commercial, et ça a démarré comme ça. Alors, ça existe encore ou pas? Je pense, ouais. Bon, alors moi, j'y connais pas grand-chose en fringues, donc je suis peut-être pas là. Alors, et donc du coup, tu as monté une franchise Et on vendait des fringues, ouais. Dans les années 90, j'imagine, ou quelque chose comme 80, ouais, là, tu me colles sur les trucs. Non, ça devait être 88. Ok, 88. Donc là, et tu avais fini tes études, du coup? Je les ai lâchement abandonnés, tu veux dire. Okay. T'as arrêté, t'as pas fini ton non. Je les ai poursuivis, mais je les ai jamais rattrapés, tu vois, j'ai arrêté. Ouais. Ok. T'as fait quoi? T'as fait une licence ou même dès la première année? Ah, non, mais j'ai lâché prise avant. Ok. Ouais, j'ai lâché prise avant. Et donc, du coup, tu lances cette franchise avec mon associé. Donc dans le sud de la France ou t'étais à Paris? Non, on était à Villejuif, en Val-de-Marne. Création, en fait, modification de centre commercial. Petite question, alors là, c'est... Pardon de rebondir, mais vu que tu es aussi sur la partie immobilière, toi, tu as vu évoluer ce marché-là immobilier, tu parles de Villejuif. Est-ce qu'on sentait déjà à ce moment-là, dans les années 80-90, alors je ne sais pas dans quelle mesure tu étais impliqué, déjà intéressé par l'immobilier, tu vas nous le dire, mais on sentait déjà cette croissance potentielle de cette ville de Paris et de l'Île-de-France autour? Parce que Villejuif, j'imagine, en 88, c'est pas Villejuif d'aujourd'hui. Alors en fait, déjà j'avais pas les moyens d'acheter, donc je m'intéressais pas véritablement à acheter ma résidence principale. Mais je sais que tous les éléments que j'entendais, c'était de dire en fait il faut acheter au plus vite, et l'investissement c'est la meilleure manière en fait de gagner sa vie, d'être riche. Voilà. Mais bon, sauf que j'avais pas de trésor pour le faire, et puis on était sur un plan entrepreneurial et non pas investissement. Mais tu vois, c'est l'époque où j'ai commencé à briefer mes parents en disant voilà, vous aimez le sud de la France, eux ils sont dans le Var. J'ai dit vous aimez le sud de la France, il faut vite trouver un terrain, plus vous allez acheter vite et mieux ce sera. Donc il y avait déjà une idée qu'il fallait faire vite et qu'il fallait mettre un pied à l'étrier très rapidement. Il ne fallait pas attendre 20 ans pour être propriétaire. Tu te souviens pas des prix dans les années 80-90 sur Paris? J'imagine qu'on pourrait retrouver assez facilement les prix au mètre carré sur après j'ai commencé l'immobilier très peu, 3 ans ou 4 ans après, en pleine crise immobilière en 91. Moi, je suis en début de la crise. C'est crises liées au Golfe ou rien à voir? 91, c'était la guerre du Golfe, c'est surtout aussi la crise de la bulle immobilière avec les marchands de biens qui se recédaient 10 fois les promesses. D'accord. En fait, finalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui de nouveau, en fait. Enfin, ce qui s'est passé là il y a 1 ou 2 ans. C'était pire? Ah non, mais c'était beaucoup plus rock'n'roll. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, beaucoup plus rock'n'roll. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Allez, mon père, il dit j'ai un copain qui me propose d'acheter un appartement. Ils achètent des petits trucs, ils les retapent, ils mettent un locataire dedans. Comme mon père était plutôt bricoleur et il faisait il était capable de rénover un appart, et sinon on achète un petit truc pas cher, et de toute façon c'est le locataire qui paye. Et donc il me dit tiens, viens avec moi, on va rencontrer l'agent immobilier. Alors le
typique l'agent immobilier. Tu rentres. Doudoune sans manche. Non, à l'époque, c'était costard, bizarre. Et rien qu'à sa tête, déjà, tu sentais qu'il fallait que tu accroches ton portefeuille, sinon il allait disparaître. Non, c'était déjà vraiment l'archétype de ce que tu n'as pas envie d'être comme agent immobilier, tu vois. Et il nous proposait un truc dans une bâtisse ancienne, fin fond d'une cour à Montreuil. Il achetait un truc, bon, fallait juste virer le locataire parce qu'il payait pas bien, mais un détail. Et en fait, c'était super bizarre. Et en fait, c'était la première expérience que j'ai eue avec un agent immobilier. Et la deuxième, c'est quand mon père s'est intéressé, quand mes parents sont intéressés sur un terrain dans le Var, plus ils étaient intéressés, plus le prix augmentait, alors qu'ils n'avaient pas le mandat. Enfin, tu vois, j'ai eu au début un peu une difficulté quand même à percevoir ça, et ça m'a pas empêché de le faire. Et en quoi c'était rock'n'roll? Parce que la réglementation était moins précise qu'aujourd'hui? Alors, c'était rock'n'roll parce que, en fait, il trouvait une bonne affaire à l'époque, parce que les prix augmentaient, mais il trouvait une bonne affaire, il achetait 10. Avant même qu'il passe chez le notaire, ils essayaient de revendre la promesse à 10,5. Celui qui avait racheté la promesse à 10,5 essayait de la vendre à 11. Et des fois, c'était vraiment très, très rock'n'roll. Ah ouais. Et au bout d'un moment, donc, ça faisait une augmentation des prix qui n'avait rien à voir avec le marché, parce que tout le monde se disait, mais attends, tu l'achètes pas maintenant, c'est foutu. Donc en fait, il y avait une espèce de bulle spéculative sur l'immobilier. Et à un moment donné, celui qui devait acheter à 15 alors que le premier avait acheté à 10, je grossis le trait quand il disait non, finalement, j'ai pas les sous, ou les banques ont commencé à s'inquiéter. Et donc là, tout ce monde-là était sous compromis. Alors oui, sous compromis, ouais, c'était assez... Pour qu'on mette les choses dans le contexte pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ou peu l'immobilier, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui signait une promesse, un compromis à 100 000 euros, il la revendait, cette promesse, à 105 000 à quelqu'un d'autre, qui la revendait à 110, jusqu'à 130. J'exagère le trait si tu veux. Évidemment, mais 2-3 personnes qui achetaient. Ouais, c'était pas impossible, ouais. Et écoute, j'ai une super affaire à Maurice, tu peux pas la louper. Moi, je me suis positionné, mais j'ai pas les sous pour le faire. C'est un peu la vérité si je mens. J'ai pas les sous pour le faire, mais si tu veux, je te la revends. Tu vois, c'est une bonne affaire pour toi et tu me libères d'un truc. Et il y avait une espèce de bulle spéculative de prix sur Paris avec ces. Alors, je suis pas un grand expert de la loi du juridique à cette époque-là sur ces sujets-là, mais je crois que la loi sur les marchands de biens après a changé. En fait, il a fallu parce que tout le monde faisait un peu tout et n'importe quoi. Donc les prix ont augmenté d'une manière un peu ahurissante, mais en fait, il n'y avait rien derrière. Donc ça s'est écroulé à un moment donné. Même les banques avaient acheté des immeubles, ils ne pouvaient pas les revendre, c'était trop cher. Donc il y a eu, avec des taux aussi de crédit qui étaient nettement plus importants qu'aujourd'hui. Oui, bien sûr, les taux étaient plus importants. Ouais. Donc en fait, en 91, le constat est fait que j'arrive en mai... Pardon, juste pour terminer là-dessus, parce que ça m'intéresse, et après on va revenir quand même à cette partie Koukaï. Mais en termes de rendement locatif, à l'époque, est-ce que... Si on peut avoir une... Franchement, j'ai pas le souvenir. Pas du tout. Non, j'ai pas le souvenir. Des prix J'ai pas le souvenir. Okay. Mais en gros, si tu es en train de dire qu'à cette époque-là, il aurait fallu acheter plein d'immeubles et on aurait gagné des sous, oui, effectivement. Alors, je pense... Non, ce que je voulais dire, c'est est-ce que finalement, avoir un taux crédit à 8 ou 9, parce que c'est ce qu'il y avait, a priori, de ce que on regarde sur Internet, on peut trouver ce type d'informations. Est-ce que finalement, en face, on avait du coup des rendements locatifs à 15 ou 20 ? Parce que si on a un rendement locatif à 7 et qu'on a un taux de crédit à 8, c'est compliqué. Mais du coup, j'imagine que les rendements locatifs devaient être assez importants si les gens se positionnaient déjà à l'époque. Je suis pas... dans l'air du temps, c'était de dire, plus tôt tu es propriétaire de ta résidence principale, plus tôt tu construis ta vie d'investisseur. Toi, mon père, c'était pas une famille qui avait beaucoup d'argent, mais acheter sa maison, faire construire, avoir son pavillon, c'était le truc le plus important, c'était déjà dans l'air du temps, quoi. On dit que le Français, il est né avec une brique dans l'estomac, c'était ça. C'est tout de suite, t'achètes le plus vite possible. Okay. Par contre, j'étais pas du tout dans le monde d'investissement. Après, j'ai découvert un peu sur Paris, mais différemment. Ouais. Bon, on va y venir. Sur la partie Koukaï, tu te retrouves à te positionner à Villejuif. Du coup, tout seul ou vous êtes à plusieurs ? Alors, on est deux. Okay. On est deux. En fait, c'était des centres commerciaux s'agrandissaient. Donc, c'était une moyenne surface et ils s'agrandissaient en grande surface. Donc, ils avaient des locaux à vendre, donc bruts de béton. En fait, voilà. Et on veut installer un magasin de fringues. On trouve que Koukaï, c'est bien. Donc, on installe un Koukaï. Donc, on achète le mobilier Koukaï. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis les centres commerciaux se développaient. Ça veut dire qu'on les connaît. C'est pas comme on les connaît aujourd'hui. Alors, il y avait déjà des gros centres commerciaux, okay. Mais si tu veux, tu passais d'une galerie marchande à 5 boutiques, donc ils agrandissaient un peu la galerie marchande, ça leur permettait de récupérer un peu de loyer pour l'investisseur qui avait les fonds, et puis ça donnait plus d'attractivité au truc. Donc en fait, nous, on achète simplement une coquille, on loue une coquille vide, on emprunte simplement pour les travaux, et on démarche avec Koukaï, et on va se fournir chez Koukaï pour développer la boutique, et elle marche très bien pendant 3 ans. D'ailleurs, c'est le gros business model de ces galeries marchandes pour la plupart, c'est que finalement, ils ont une locomotive qui est la GMS, grande moyenne surface, qui gagne peu ou pas d'argent
et par contre qui louent énormément de locaux autour parce qu'il y a cette attractivité et ils gagnent cet argent sur les locaux qu'ils louent en fait à côté. C'est exactement ça. Et fort de cette expérience, on se dit on va en monter une deuxième puisqu'on était 2. Donc je laisse mon associé à Villejuif et moi j'ouvre dans une ville qui s'appelle Corbeil-Essonnes. Et c'est pareil, un continent. Il y avait une autre galerie Continent, c'est le nom de la grande surface. À l'époque, ça n'existe plus, je crois. Hein, c'est ça. C'est 2-3 trucs comme ça, j'ai du mal. Et c'est pareil, là, on fait la même opération, sauf que l'erreur, on fait 2 erreurs. On s'implante, je pense, pas dans la bonne ville. On s'implante pas dans la bonne galerie et on choisit pas les bons produits, puisqu'en fait, avec Koukaï, on avait un réassort. Si tu veux, au sentier, j'y allais 2 fois par semaine aller chercher ce qui marchait, avec la très grosse réactivité du sentier. Un truc marche bien. Ça existe encore aujourd'hui ? Alors je crois qu'ils se sont pas mal déplacés, ils ont été en périphérie, parce que aussi les prix parisiens font qu'il y avait de l'immobilier à faire, mais ça permettait d'avoir tu avais besoin de stock, un truc marchait, tu savais que 3 semaines après, tu les avais en stock et tu pouvais en racheter pour faire du réassort. C'était assez extraordinaire. Et à l'époque, le sentier, c'était vraiment un poumon. C'était où exactement ? Le sentier, c'est Réaumur, c'est tu vois, la rue Saint-Denis, Réaumur, tout ce coin-là, quoi. Et donc, il y avait une activité dans ce secteur-là qui était assez extraordinaire. Donc, le Koukaï fonctionnait très bien. Les gens de Koukaï étaient des gens très intelligents. Ils ont développé une franchise qui était vraiment top. Et l'erreur, c'était d'ouvrir une deuxième boutique dans un secteur vraiment différent, mais avec un multimarque. Donc, avec, je voulais, je rêvais pas, mais j'avais vendu des jeans, donc je voulais une jeanerie, vendre des jeans du Blanc-Bleu, du Liberto, du Levi's, des marques qui partent encore aujourd'hui, il y en a encore. Et là, par contre, l'erreur d'implantation, et en fait, quand tu veux travailler le jean, en fait, tu as besoin d'avoir un gros stock de jeans et donc que tu finances et que tu n'arrives pas à financer, tu vois, avec la rotation. Donc là, dépôt de bilan et je me retrouve une main devant, une main derrière, en 91, sans boulot et avec que des dettes. Ok. D'ailleurs, comment ça se passe ? Ça, c'est un vrai sujet. Parce que souvent on parle de liquidation judiciaire. D'ailleurs, l'information, je trouve qu'elle est disponible jusqu'à la liquidation judiciaire. Alors évidemment, si on creuse, on le voit. Mais souvent on dit il est en liquidation judiciaire et puis après tout le monde s'en fout en fait. C'est horrible ce que je vais dire, mais ça me fait penser, je sais pas pourquoi, mais à Pierre Palmade. Pierre Palmade, tout le monde en parle jusqu'à temps qu'il soit en prison. Le jour où il est en prison, plus personne n'en parle. Ça fait 8 mois ou je sais pas combien de temps, au moment où on fait cette vidéo, plus personne n'en parle. Et ben j'ai l'impression que c'est la même chose. Une boîte, on en parle jusqu'au moment où elle va être en liquidation judiciaire. Elle est en liquidation judiciaire. Et après, qu'est-ce qui se passe si toi tu l'as vécu ? En fait, c'est une énorme claque, mais c'est une leçon assez extraordinaire dont je me suis relevé. Mais ce qui n'est pas évident. Je t'explique. Quand tu crées une boutique comme ça, en fait, la banque va te prêter des sous. Sauf que sur la première boutique, moi et mon associé, on était caution solidaire et indivisible. Bon, parfait, c'est exactement le scénario que je voulais entendre. Voilà. Et le pire de la première boutique, c'est que mes parents, ils avaient signé l'hypothèque. C'était garant. Ah ouais, bon magnifique, tu vas pouvoir nous expliquer alors. Donc là c'est le pire du pire là. Alors la deuxième boutique, on fait le même montage, sauf que là on dit c'est bon, on a déjà une boutique, les parents vous les oubliez. Mais c'est un bonheur d'avoir fait ça. C'est un bonheur d'avoir fait ça. Alors donc qu'est-ce qui se passe ? La deuxième boutique ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu fais ? Tu déposes le bilan. Donc déjà tu déposes le bilan. À l'époque tout le monde parlait de dépôt de bilan, c'est comme ça, c'est facile. Non, en fait c'est pas du tout facile. C'est-à-dire que moi j'ai eu un traumatisme d'aller chercher du courrier à la boîte aux lettres pendant 10 ans quoi. Ah ouais ? Ah bah non, mais parce que tu te rends pas compte ce que c'est, tu perds tout d'un coup. Le gars, tu peux plus toucher, une fois que tu as fermé le rideau, tu as déposé le bilan, les gens te regardent comme si tu avais tué quelqu'un. Parce que ça rigolait pas au tribunal de commerce. Tu vois, l'expérience, c'est pas fun, pas du tout. Si tu fais pas, alors, heureusement, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on vend tout de suite le Koukaï. Parce que le Koukaï, nos parents étaient caution. Et on vend avant que le dépôt de bilan arrive de l'autre, et au pire, nous entraîne. Ce qui fait que je ne sais pas si tu imagines, mais mes parents, le seul truc qu'ils ont réussi à capitaliser dans leur vie, parce qu'ils avaient peu de revenus, c'était une maison. Ouais. Et en fait, j'étais à 2 doigts de leur faire perdre. Je ne sais pas si tu vois le truc. Mais si, tu dors pas bien. Non, mais en fait, alors, j'en rigolais dans le sens où on n'a pas l'information. Voilà. Mais justement, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a alors, une omerta, je ne sais pas si c'est le terme, mais les gens qui sont dans cette situation, ils ne veulent pas en parler. C'est traumatisant. Alors, c'est franchement traumatisant. Donc, nous, on arrive à vendre le Koukaï avec un peu de plus-value avant que tout parte en cacahuète. Concrètement, tu vois que tu es déficitaire tous les mois. Donc tu revends tout le stock que tu as ? En fait, non, tu le revends pas. En fait, tu peux plus payer les loyers, tu peux plus rien faire, quoi. Et tu fais quoi, du coup ? Tu essayes de vendre, mais comme t'es pas bien conseillé, tu essayes de vendre au prix de tes dettes, sauf que ça vaut jamais ce prix-là. D'accord. Si quelqu'un m'avait conseillé en disant ta boutique, de toute façon, elle vaut rien, donc essaye de prendre un peu de sous et puis avec le reste, dépose, quoi. Et en fait, on me dit pas ça, on me fait croire. Donc du coup, j'attends trop de temps et quand j'essaie de le revendre, c'est fini.
Je suis plus en capacité à... Donc c'est plus toi qui le revends, c'est l'État. non, c'est liquidateur qui prend tout et qui essaye de refourguer. Mais toi, tu ta fais boutique. quoi? Parce que t'as pas d'argent pour vivre tous les mois. Tu fais quoi? La banque t'appelle en disant, monsieur, vous avez emprunté 400 000 francs, donc maintenant, il faut nous les rembourser. Vous êtes caution solidaire. Et tu fais quoi, du coup? Et tu dis, j'ai pas de sous. Et avec mon associé, on dit, voilà, on peut rembourser. Je sais pas combien on remboursait, mais c'était pas grand-chose. J'ai mis 30 ans à rembourser. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais j'avais pas les moyens de rembourser. T'as mis 30 ans à rembourser? Mais bien sûr, tous les mois, je crois que les derniers trucs, c'était 80 € par mois. Mon associé payait 80, moi je payais 80. Et on pouvait même pas. On a essayé de racheter la dette en disant voilà, faites-nous une ristourne et on vous paye, on solde ça, quoi. Et en fait, ils voulaient pas. Donc en fait, on l'a payé tous les mois un petit peu pendant. Pendant 30 ans? Ouais, peut-être pas 30 ans, mais pas loin, quoi. On a déposé en 91, je crois que j'ai arrêté de payer en 2018, 2019, ou un truc comme ça. Ah oui, ça te suit toute ta vie? Exactement. Ah oui, c'est un enfer. C'est ça. Ah, je pensais pas que c'était autant. Non, mais c'est un enfer. Après, mon associé, paix à son âme, il nous a quittés, c'était un mec génial. Heureusement, on s'entendait super bien, on avait hyper confiance l'un dans l'autre. Parce que lui n'aurait pu ne plus payer, ou moi ne plus payer, et il est obligé de se taper tout le remboursement. Donc on était caution solidaire et indivisible. Et à un moment donné, moi j'aurais peut-être pu rembourser un peu plus vite, mais lui ne pouvait pas. Donc en fait, on s'équilibrait comme ça. Donc tu vois, c'est quand tu signes, en fait, malgré l'enthousiasme qu'on avait, le Koukaï marchait 25 bien. 25 ans, etc., il faut faire gaffe. Voilà, et en fait, tu apprends. En fait, c'est un accélérateur de connaissances, quoi. Et donc tu apprends, tu vas voir le tribunal. Et donc là, concrètement, en fait, la banque te dit, OK, vous deviez rembourser sur 5 ans, vous n'y arriverez pas. Ouais, donc on vous étale vos dettes sur 30 ans. Et on prend un accord, on a ce truc de prendre un accord qui nous permet de vivre. Donc sans passer par des huissiers, sans passer par tout ça. On trouve un accord à l'amiable avec eux. De toute façon, ils savent qu'on est jeunes, mais on n'a pas un rond. On n'est pas propriétaire, on n'a rien. Et là, en plus, pour te relancer derrière, tu es obligé de prendre un taf. Déjà, il faut imaginer que quand tu crées ça, moi, pendant 3 ans, quand on a créé le Koukaï, quand on a commencé, tu travailles 6 jours sur 7. De 9h à 20h le soir, tu prends quasiment pas de salaire parce qu'en fait, tu veux que ton entreprise se développe. Sauf que le deuxième développement te fait tout effondrer. Le Koukaï, mon pote, il est obligé de travailler à l'extérieur. Moi, je me morfonds dans ma boutique à Corbeil où il n'y a personne qui passe. Et d'ailleurs, le centre commercial a périclité. Hein. Tout est fermé maintenant. Enfin, tout a fermé après. Nous, on était ceux qui avions le moins de trésorerie, donc on a fermé quasiment les plus rapidement. Mais le centre commercial s'est cassé la gueule. Ouais. Donc voilà, après, c'est... Du coup, ça veut dire que si je vais au bout de la compréhension de ta situation, si tu n'avais pas fait ces quelques démarches à temps, tes parents auraient dû potentiellement revendre leur maison. Ils auraient pu se faire saisir. Caution, donc il fallait qu'ils remboursent, ouais. Mais les parents de mon associé n'avaient peut-être pas les mêmes moyens. Donc en fait, tu vois, c'était... en fait, tu dors pas. Enfin, quand tu dis c'est bien de dormir tranquille et de fermer les yeux, et de pas, tu t'imagines pas. C'est un bonheur. Ah ouais. C'est un bonheur, ouais. Là, c'était mais c'était au bord... pardon, mais ça m'intrigue quand même. Comment Je vais démotiver tout le monde à investir. Non, mais c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir des retours d'expérience où justement, c'est quand on passe comme ça sur un podcast, c'est tout le temps tout beau, tout rose. On a des personnes qui ont des réussites, etc. Et c'est bien en même temps de comprendre aussi le risque. Parce que souvent, on dit ah bah oui, mais il a réussi, mais il a pris un risque. Mais on ne sait pas trop quel risque la personne a pris. Ouais. Et finalement, il y a des vrais risques. Comme tu dis, toi, tu devais 400 000 francs à 25 ans. Mais comment tu vis dans cette situation-là? Non, mais je veux dire, comment tu payes? Non, mais c'est con, mais comment tu payes avec ta carte bleue si t'es bloqué? Enfin, t'es interdit bancaire, j'imagine. Alors non, t'es pas interdit bancaire. T'es pas interdit bancaire parce que tu trouves l'accord avec la banque. La banque te dit, bah voilà, vous nous devez tant. On dit, ok, on va vous rembourser tous les mois, on va faire ce qu'on peut, quoi. Et en fait, la banque dit, bah de toute façon, soit on est planté, soit ils ne rembourseront jamais, soit ils nous remboursent un peu. Donc on les a remboursés un peu tout le temps, quoi. Tu vois, et puis personne dans cette banque-là... En fait, tu lissais ta dette pour que ça te prenne un peu d'argent, mais... parce que après, moi, j'ai pas eu le pouvoir d'achat que mon associé, donc du coup, j'aurais pu accélérer le truc, mais comme tu es indivisible... En fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils te mettent caution solidaire indivisible, et ça veut dire que tu peux pas accélérer d'un côté. On aurait pu dire avec mon associé, on coupe la part en deux, et puis on accélère les remboursements, tu vois, pour aller plus vite. Ouais. Mais en fait, non, ils veulent pas, donc c'est compliqué, puis t'as pas envie de... C'est traumatisant de retourner voir les gens, les huissiers, ce qui est fou, c'est que du coup, pendant 30 ans, tous les mois, tu vois ton prélèvement... c'était pas grand-chose, donc... Non, mais t'y penses au moins. Enfin, ça te le... Ouais, t'as une épée Damoclès sur la tête tout le temps, ouais. Bien sûr. Ok. Et ça t'a empêché quand même d'emprunter pour acheter une maison, etc. Non, parce que j'ai eu la chance de me marier, tu vois, et puis on l'a fait à deux, et puis voilà.
Ok. Mais par contre, ça te calme bien sur genre, je suis Bernard Tapie, je monte des boîtes toutes les 5 minutes. Non, parce que non, mais tu vois, il faut avoir cette capacité à gérer ça. Ouais. Et quand tu es entrepreneur, voilà, et si tu veux, moi j'étais dans les centres commerciaux, j'avais des boutiques, donc on était les rois de la fête, hein, si tu veux, tout le monde nous connaissait, on avait des copains, des nanas qui venaient acheter chez nous, on était des, pour tout le monde, on était des, tu vois, les gens qui avaient réussi, quoi, tu vois. Sauf que quand tu te plantes, tu perds tout le monde, tu te retrouves tout seul. T'as plus d'argent, t'es plus drôle, t'as la tête dans le seau, c'est pas terrible quoi. Tu vois, tu prends une grande claque. Donc heureusement, là c'est là que tu comptes tes amis, hein, c'est là que tu comptes tes vrais gens qui t'aident. Et puis t'as aussi la chance à ce moment-là de t'être associé avec un mec vraiment bien quoi. Ouais. Et heureusement. C'est toujours ton ami aujourd'hui du coup. Bah le pauvre il nous a quittés. Ah oui, pardon, tu il m'as nous a dit tout à l'heure. Mais... malheureusement, mais c'est voilà, c'est un ami jusqu'au bout. J'ai eu, oui, même si on se voyait un peu moins, mais j'ai eu cette chance-là. Tu vois. Et j'ai eu cette chance d'avoir un mec comme ça avec moi, parce que moi je trouve que l'association c'est un super truc. Bon après voilà, faut choisir les gens, c'est pas simple. Et puis tu les connais pas forcément sur leur jour quand ça. En fait c'est pendant l'orage hein, que tu t'aperçois sur qui tu peux compter. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tu es toujours entouré. Et puis son beau-frère était expert comptable, donc il nous a donné quand même quelques tips. Tu vois, il nous éclairait bien. Il s'appelle Dan, c'est un mec génial. Et heureusement, on était un peu tout fou et lui, il nous recalait un peu les choses. Et puis voilà, après tu dégringoles, mais ce qui est normal que tu dégringoles. Et après, tu essaies de te relever. Le danger, moi j'ai l'impression, enfin en tout cas quand je l'entends, et parce que tu n'es pas le premier à me le dire, j'ai l'impression que le gros danger en entrepreneuriat, le risque quand même, parce que finalement tu peux te planter, mais tu vois par exemple moi sur mes boîtes aujourd'hui on n'a pas de crédit. Donc le risque, entre guillemets, c'est que l'activité s'arrête et qu'on ne gagne plus d'argent. Mais là, quand tu dois rembourser quelque chose, c'est vraiment... Mais du coup, le risque existe en immobilier parce que si jamais ton actif ne fonctionne plus... Après, c'est vrai qu'il y a une tension de marché actuelle qui est un peu provoquée par l'État, qui fait que tu as une demande quasiment constante. Et j'ai l'impression que là, tu sais, avec la loi ZAN, ils veulent plus construire ou moins construire. Avec les DPE, ils te retirent 10-20% du marché. Enfin, en tout cas, il faut que ça se rénove, etc. Ça prend du temps. Et tu as de plus en plus de gens. Et puis, un truc qu'ils n'ont pas prévu, c'est que au-delà de la démographie qui, elle, a plutôt tendance à augmenter légèrement ou se stabiliser, c'est que les gens, maintenant, ils veulent plus vivre à deux ou ils veulent vivre chacun de leur côté quand ils se séparent. Et il y a eu beaucoup de divorces. Et donc, je pense que ça augmente, exploser la demande. Ça augmente le volume de transactions, bien évidemment. Ouais. Moi, quand j'ai commencé en 91, tu vois, on était en crise immobilière. Pour le coup, c'était vraiment une crise immobilière. Je crois qu'il y avait moins de 500 000 ventes en France. Là, en ce moment, 2 fois moins qu'aujourd'hui. Non, mais là, aujourd'hui, quand il y en a 800 000, tout le monde, et proportionnellement, il n'y avait pas moins d'agences. Non, après, il y avait moins de personnes. Il y avait moins de personnes qui vivaient en France. Oui, alors c'est sûr qu'on est d'accord. Hein, mais au prorata, il n'y a pas 2 fois plus. Je ne connais pas les chiffres, mais je ne pense pas qu'il y ait 2 fois plus de personnes en France aujourd'hui qu'en 90. Non, bien sûr. Là, aujourd'hui, on est 67 millions, je crois, mais on était déjà 55 ou je ne sais pas combien. Ouais. Du coup, tu connais cette situation. Tu fais quoi ensuite tu prends du temps pour toi ou tu as fait un burn-out ou tu as réussi à repartir direct? En fait, c'est toujours pareil. Hein, moi, je crois profondément dans les gens qui t'entourent. Il faut que tu sois entouré. Parce que même si tu es résilient, même si tu as envie de te battre, même si tu as 28 balais, tu vois, ça te met un petit coup quand même. Hein. Ça te met un petit coup. Donc tu changes de vie, tu changes d'amis, tu changes de trucs. Et après, tu dis, il faut que je fasse un boulot. Tu apprends plein de trucs. Hein. Enfin, tu vois, la leçon est lourde, elle est chère, mais tu apprends plein de trucs. D'abord, moi j'apprends qu'au-delà de mon enthousiasme et de mon envie de faire, voilà, l'entreprise, le management, ça s'apprend, le commercial, ça s'apprend. Ah, tu vois, c'est pas une transmission druidique, c'est vraiment, ça s'apprend, quoi, tu vois. Et moi, je pensais que j'allais me démerder comme ça. Donc déjà, tu sais que ça s'apprend. Deuxièmement, à chaque fois que alors c'est facile de le dire sur des phrases sur LinkedIn, mais à chaque fois que tu as des échecs comme ça, il faut te dire qu'est-ce que je referai plus, quoi. Tu vois, qu'est-ce que je ferais différemment? Donc je me dis, quand je remonterai une boîte, j'aurai toutes les sécurités et je maîtriserai parfaitement mon métier. Après, toi, j'étais un bon vendeur de fringues, je savais déclencher, aller trouver une franchise par téléphone, mais en fait, il me manquait plein d'éléments. Et moi, je ne m'occupais pas de toute la partie financière. J'ai laissé ça à mon pote. Et en fait, je lui ai laissé la responsabilité de ça. Et on a fait des choix. Peut-être que si j'avais eu l'information complète, on ne les aurait peut-être pas fait. Tu vois, j'aurais été dit, toi, on prend des risques, est-ce que ça vaut le coup? Donc, tu vois, il se passe plein de trucs. Et puis après, il y a un environnement ambiant qui fait que 88, c'est tapis, il faut faire des boîtes, il faut réussir. Tu vois, le côté entrepreneuriat, en fait, était très, très présent à cette époque-là. Tu vois, on sortait de Mitterrand, il y avait toujours Mitterrand par Finalement, on parle de la Startup Nation en 2010, 2015, 2020, mais en fait, à ce moment-là... à cette époque-là, en fait, ce qui est fou, c'est que
Et mon père me le dit tout le temps, mais c'est vrai que c'est continuellement des cycles en fait. Oui, je pense. C'est juste que c'était une manière différente de faire du business, mais ça l'était à ce moment-là. En tout cas, d'après ce que tu dis depuis le début, j'ai l'impression qu'il y avait un fonctionnement qui était similaire à celui d'aujourd'hui. Et puis 91 arrive, guerre du Golfe, donc comme un gros ralentissement économique et puis une crise dans l'immobilier. Et c'est là que je commence Là, tu t'étais lancé dans l'immobilier ou tu te lances au moment de la crise? C'est très drôle, hein, mais il y avait la guerre du Golfe. Et l'infographie de la guerre du Golfe sur Libération était top. Donc, comme je m'en mets dans ma boutique, en fait, j'achetais Libé, je regardais l'infographie sur les chars, tu vois, le truc, la guerre du Golfe, un truc débile. C'est-à-dire que je passais pas mal de temps à pas faire grand-chose dans la boutique. Quand tu es dans une boutique, tu es coincé, tu peux rien faire, hein, tu es obligé de rester là. Et du coup, je vois une annonce, Century 21 recrute, et tous les gens qui étaient à l'époque mes copains me disent, mais tu dois faire de l'immobilier, c'est génial. J'ai dit, ouais, je sais pas, ouais. Donc, du coup, je vais acheter un costard. Pour la première fois de ma vie, je vais acheter un costard. Parce qu'à l'époque, j'allais en Santiago et en jean au sentier, tu vois. Mais là, tu es obligé d'acheter un costard. Donc, tu le mets, tu te dis, putain, mais ça ressemble à quoi? C'est bizarre, tu vois. Et je vais à un entretien. Et l'entretien, voilà, le gars ne veut pas trop me prendre. Il n'est pas très, enthousiaste à me prendre. Et en fait, je le harcèle et il finit par me recruter. Ok, donc tu commences chez Century 21 en 91. Ouais, c'est ça, 91. Et là, deuxième faisceau divin. Je te dis ça, je suis pas croyant, mais en gros, je me dis, ah, putain, super, il y a une méthode, il y a une marque. À l'époque, Century 21 en 91, il faut se rappeler quand même, hein, c'est pas connu comme aujourd'hui. D'accord. Donc les gens se moquent un peu, ils voient la publicité, c'était des gens en Vestor qui décollaient des immeubles dans la rue, les publicités américaines, tu vois, le truc. Okay. On est vraiment au début de l'aventure. Et moi, je trouve des gens bien et je trouve aussi une formation. Je trouve un cadre, je trouve un dogme de comment faire, tu vois. Okay. Et en fait, ça me fait du bien, parce que je me dis, je vais tout réapprendre à zéro, mais au moins, ils vont me donner une trame. Tu vois. Et en fait, j'apprends ce métier comme ça. Et j'arrive en pleine crise. Le dernier qui avait fait une vente, ça datait il y a 2 mois dans l'agence. C'était un héros encore. Il mettait de l'encens sur son portrait, tu vois. Et moi, j'arrive là-dedans et en fait, on me dit, voilà, tu appliques la méthode, ça marche. J'applique la méthode, 5 jours après, je fais ma première vente. Okay. Et je me dis, les gars, j'ai tout compris, c'est bon. C'est bon, l'immobilier, c'est pour moi. Et en fait, je trouve le métier passionnant. Parce qu'en fait, j'apprends tous les jours. Je le trouve riche, je le trouve passionnant. J'apprends. Je rencontre des gens extraordinaires. Je suis dans le 13e arrondissement, là où mon père a vécu sa jeunesse. Je trouve Paris génial. Ouais. J'habite en banlieue, bien sûr, parce que je n'ai pas les moyens. Et en fait, je découvre le marché de l'immobilier. Je trouve ça passionnant parce que j'ai l'impression j'ai pas l'impression, c'est même aujourd'hui, tu apprends tous les jours quelque chose de nouveau. Ah bah, ouais. Tu te couches un peu moins con tous les soirs. Et moi, j'adore ces métiers-là où, en fait, tu n'as jamais fini d'apprendre l'immobilier. Tu vois, en 33 ans, je pense que je connais 5% de l'immobilier, tu vois. Et je trouve ça vraiment génial. Et après, voilà, je progresse dans ce métier-là. Tu étais responsable d'agence chez Century 21 ? J'étais responsable d'agence dans Paris, j'étais animateur d'un groupe de managers en Seine-et-Marne, parce qu'après j'ai déménagé en Seine-et-Marne, et puis en 2000 je passe au siège, parce qu'en fait je travaillais pas mal avec les consultants du siège, et puis je testais le nouveau logiciel, j'étais un peu l'agence test. Okay. Il fallait trouver un béotien en informatique à l'époque, et ils m'ont bien trouvé, et je connaissais un peu l'immobilier, mais pour moi, la méthode, en fait, l'esprit du truc, de comment faire de l'immobilier avec une vraie méthode et surtout comment manager les gens avec une méthode, avec des outils, je trouvais ça vraiment génial. Et donc, du coup, après, je passe au siège. Ouais. Mais parce que finalement, le métier d'agent immobilier et le métier de manager d'agence, ce n'est pas du tout le même. Ou tu considères que c'est le même aujourd'hui ? Alors, en fait, ce qui était bien, ce que moi je trouvais bien, c'est qu'en fait, ils pensaient qu'une agence immobilière à l'époque, quand ils ont créé ce réseau, en fait, ça venait des États-Unis aussi, hein, c'est là qu'ils se sont inspirés, c'est qu'en fait, c'est pas une boutique, c'est pas un commerçant, c'est une entreprise. Donc une entreprise, il y a des méthodes, il y a du recrutement, il y a du management, il y a tout ça, tu vois. Et en fait, c'est là où tu commences à avoir des agences immobilières qui ressemblent à quelque chose. Plusieurs services, 40 personnes. Dans une agence Century 21 aujourd'hui, c'est 40 personnes ? Non, c'est pas 40 personnes, mais à l'époque, la première agence qui est devenue Century 21 en France, c'était l'agence Cérim à Melun. Et en fait, celui qui a racheté des parts de Cérim et puis après qui a importé Century 21 en France, a développé Century 21 en France. Quand tu dis importé, c'est parce que c'est... Ils ont acheté la master franchise, ouais. Ah, c'est américain, Century 21 ? Ah bah bien sûr, oui. Sérieux ? Bien sûr. Ah, je savais pas. Si, ouais. Ah, c'est développé aux États-Unis et ils ont... En fait, c'est né en Californie en 71. Ah, sérieux ? Je savais pas. Ouais. Et en fait... Mais c'est toujours présent aux États-Unis ? Bah bien sûr, oui. Ah ouais ? Ça, c'est moche ce que tu dis. Ah, je savais pas du tout. Ouais, non, mais sérieux, je croyais que c'était français, moi. C'est détenu par Realogy, qui est une boîte, alors je ne sais pas si c'est toujours Realogy, mais c'est une boîte aujourd'hui qui a plein de master franchises immobilières. Ils ont Better Home, Coldwell Center, ERA, Century 21. D'accord. Et c'est un peu
Tu sais, comme il y a des franchises hôtelières où il y a plusieurs marques, et ben eux, ils ont acheté plusieurs marques. Ouais. Et donc, on est arrivé en France en 87 par un agent immobilier meulunais, donc qui s'appelle toujours, bien sûr, Michel Trollet, qui est un énorme entrepreneur, un mec vraiment génial, qui se dit, en fait, une agence immobilière, c'est une entreprise, c'est pas une boutique. Et donc, il développe ça chez lui dans son propre agence, qui s'appelle Cérim, et il va chercher Century 21 et il franchise des gens à partir de 87 en France. C'est là comment est né. Et moi, j'arrive en 91, donc c'est un peu le début de l'histoire. T'arrives au début, en fait. Ouais, et quand t'arrives, il y a quoi? Il y a 2-3 agences ou... Ah non, il y a plus que ça. Non, ouais, ça avait déjà commencé. Ils avaient déjà pas mal développé, ouais. Ok. Intelligemment et bien développé, ouais. Ok, parce qu'aujourd'hui, Century 21, c'est l'un des plus gros réseaux. Alors après, le premier, on ne sait jamais de quoi, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on compte, mais aujourd'hui, c'est une marque. Alors c'est à la fois un réseau... C'est tellement bien implanté que on sait... Enfin, moi qui suis dans l'immobilier, pourtant, je ne savais pas du tout que c'était américain. Ouais, mais comme ERA, ERA vient de... ERA, c'est américain aussi. Bien sûr, ouais. Non, mais tout vient des États-Unis au niveau immobilier. Si tu veux savoir ce qui se passe aux États-Unis, enfin l'immobilier en France, va aux États-Unis voir ce qui se passe. C'est une révolution, l'immobilier là-bas. Il y a plein de trucs là-bas qui se passent, bien sûr. Le rent en France, c'était déjà très présent aux États-Unis depuis longtemps. Hein. Le salon rent en France, c'est pareil, on a copié sur les États-Unis. Oui. Sérieux? Oui. Je sais pas non plus. Bien sûr. Avant, tu allais à New York pour voir le rent. Bon, maintenant, tu vas à la porte de Versailles, c'est quand même plus cool. Mais tu vas pas chez Abercrombie, du coup. Mais voilà. Ah ouais, ok. Mais, et donc, on a quoi comme... On a quoi? IAD, alors IAD, c'est français. Ouais, IAD, c'est français. Ouais, IAD, c'est français. Orpi, c'est français, même si c'est pas complètement un réseau de franchise. L'adresse, Plaza, la forêt... Ok. Donc mais à l'époque, Century 21, c'est précurseur dans les méthodes qu'ils utilisent. Hein. On va prospecter, tu vois, on parle de stratégie de prospection, on parle de méthode commerciale, on parle de méthode de management, tu vois. Et puis, t'es allé aux États-Unis, toi, justement? Alors, j'y suis allé quand j'étais responsable de la vente de franchise chez Century 21 France. Okay. On a fait l'université Rialogy, où en fait, il t'explique la méthode de prospection des agents immobiliers. Mais on était dans une salle avec des RA, des Coldwell Bankers. Ouais, et pourquoi tu dis va aux États-Unis si tu veux voir l'immobilier? Tu trouves qu'ils ont vraiment de l'avance sur nous, même sur notre manière de faire aujourd'hui? Ils ont plus d'avance encore aujourd'hui? Alors je ne sais pas s'ils ont de l'avance, mais le marché est différent. Tu vois, il y a 10 ans, un copain avec qui j'ai travaillé rentre des États-Unis, on dit là-bas, en fait, les enseignes, ça perd du poids. Ce qui gagne en légitimité, c'est les collaborateurs. En fait, aujourd'hui, une franchise donne beaucoup d'outils à un collaborateur pour développer son propre business en tant qu'indépendant. Alors que nous, en France, quand tu as une enseigne, tu bosses pour l'enseigne, tu développes l'enseigne, tu développes la marque, en fait. Alors après, même si c'est en franchisé, peu importe. Mais alors que là-bas, en fait, ils mettent tout. Ils commençaient déjà il y a 10 ans à mettre tout sur la boîte à outils dédiée aux agents. Et aux agents qui développaient leur propre équipe avec une bannière au-dessus de leur tête qui leur apportait des outils pour réussir. Tu vois le truc? Et quand il m'a dit ça il y a 10 ans, j'ai dit, mais alors, ça veut dire que les mecs, ils perdent le leadership de la marque, ils perdent tout ça. Ouais, en fait, ils s'en foutent, ils ont des icônes, ils donnent tous les outils aux mecs pour qu'ils développent leur truc. Donc ça devient plus des gens qui proposent des outils pour les indépendants, plutôt que des marques qui passent à la télé, quoi. Ouais, finalement, c'est presque un CRM pour les agents immobiliers. Ouais, c'est CRM, c'est du coaching, c'est de la formation, tu vois, et c'est une plateforme de service pour les agents immobiliers, quoi. Et tu penses que le métier d'agent immobilier va tendre vers ça en France dans les prochaines années? C'est compliqué de répondre à ça. Hein. Je suis pas un grand Surtout que c'est délicat en plus, parce que ça se trouve, ça sera vu dans 5 ou 10 ans. Ouais, alors est-ce qu'on se reverra encore? Est-ce qu'on remettra le podcast? Alors tu sais, moi j'étais pas... je suis peut-être un petit peu moins dogmatique maintenant, mais moi je pensais que les réseaux de mandataires n'allaient pas fonctionner. D'accord. J'étais pas, tu vois, je me disais, j'y crois pas tellement. Alors aussi parce que j'étais très culture agence, tu vois. Et maintenant, en fait, je m'aperçois que j'étais dans l'erreur, quoi. Parce que je pensais que quand t'as pas de communauté, quand t'as pas de collaboration, quand t'as pas d'équipe qui travaille, tu vois, ensemble, je pense que c'est difficile de faire de l'immobilier. Et en fait, ils se débrouillent très bien. Parce qu'ils ont amené plein d'outils. Alors, il y a aussi la digitalisation, qui a fait que ça a énormément évolué. Il y a aussi le côté technique. Maintenant, tu penses que ça va aller jusqu'au bout? C'est-à-dire qu'il va presque plus y avoir d'agence immobilière? Ou tu crois que ça va... Je crois pas. Parce qu'aux États-Unis, il y a toujours des agences. Hein. Enfin, tu vois, il y a toujours des agences. Mais ça a quand même beaucoup évolué. Okay. Tu vois, aujourd'hui, les marques là-bas, c'est pas forcément des marques d'agences qui se développent aux États-Unis qui sont leaders. C'est des marques de... Alors, c'est des agences immobilières, oui, mais tu vois, c'est aux États-Unis, Keller Williams fonctionne super bien, tu vois. Ouais. C'est pas un modèle agence, Keller Williams. Pourquoi on n'arrive pas, selon toi, à faire... parce que nous, c'est aujourd'hui notre postulat, mais
à faire que l'immobilier d'entreprise et l'immobilier d'habitation? Parce que là, on parle depuis tout à l'heure d'immobilier, on parle que d'habitation. Tu me dis si... Mais pourquoi on n'arrive pas à faire se mélanger ces deux mondes? Bah, tu vois, par exemple, je suis capable d'avoir des... Enfin, oui, je suis capable, c'est mon métier d'avoir des missions sur l'habitation. Mais demain, tu as une boîte où tu fais tu vends du commerce. Ou c'est pas, Je pense c'est notamment pas à CBRE, BNP Paribas Real Estate, ouais, mais JLL. Ouais, j'irai pas. Moi, j'irai pas, par exemple. Pourquoi? Je pense que c'est un autre métier. C'est pas le même cadre juridique, c'est pas les mêmes types de clients, c'est pas les mêmes trucs. Eux, ils font de la vente, ils font de la loc, ils font du bail. Enfin, tu vois, ça demande des compétences qui sont différentes, quoi. En habitation aussi. Ils font de la vente, ils font de la loc. Ouais, alors tu as quand même beaucoup de transactionnaires qui se lancent pas tellement dans la gestion, qui restent plutôt dans le métier de la transac. C'est vrai, mais la loc, de plus en plus dans la loc, parce qu'ils voient qu'avec les situations comme celle qu'on connaît... mais à Paris, pas forcément partout, tu vois. Donc, non, je pense que c'est des métiers qui sont hyper complexes, il faut être spécialiste. Demain, tu veux vendre un fonds de commerce, voilà, c'est un autre monde. Tu vois, les gens qui sont bons en fonds de commerce, ils ont un relationnel, ils ont un métier, ils ont de l'expérience. Tu vois qu'un gars en habitation, il l'a pas. Ouais. Alors après, tu peux prendre tout et n'importe quoi comme mandat, mais t'es pas spécialiste. Tu vas commencer à avoir des questions et des problématiques de commercialisation qui vont pas être les mêmes. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup d'intercabinets, tu vois, dans les entrepôts, tout ça, il y a beaucoup d'intercabinets, les gens fonctionnent pas pareil. Dans l'habitation, ça reste vraiment plus local, tu vois, plus en proximité. Ouais, non, mais je suis assez d'accord, mais c'est vrai que je pense qu'en effet, tu as raison. Le sous-jacent est le même, c'est de l'immobilier, mais c'est deux métiers totalement différents. Ouais, les qualités intrinsèques pour faire le métier seront les mêmes, Ouais. Mais par contre, tu vois, quand tu fais du fonds de commerce, si tu as été commerçant, c'est vachement bien, parce que Ouais. tu connais un peu les problématiques, quoi. Ouais, bien Tu sûr. vois, quand tu jamais été commerçant, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et en fait, alors comme le commerce, c'est vraiment particulier, mais si tu veux vendre des pharmacies, si tu as été pharmacien, c'est mieux. Tu connais parfaitement le truc, tu es crédible. Et pourquoi, selon toi, c'est des questions difficiles à répondre, mais c'est notre échange qui m'amène sur cette réflexion-là. Et c'est d'ailleurs ce que nous, on fait aujourd'hui, un petit peu, ça a du mal à se lancer, mais on a de l'immobilier d'habitation, on a de l'immobilier d'entreprise, mais on a quelque chose qui n'était pas et qui commence à l'être, mais très peu couvert, c'est l'immobilier d'investissement. On en a parlé tout à l'heure. Que ce soit dans le professionnel ou même dans le particulier, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de structure qui se détache sur ces sujets-là. Toi, tu disais que déjà à l'époque, on disait qu'il fallait investir dans l'immobilier, déjà il y a 30-40 ans. Je pense que même si on remonte 50-60 ans en arrière, ça a toujours été en France. Pourquoi on n'a pas eu de géants qui se sont développés, selon toi? C'est difficile comme question, je ne sais pas si tu as la réponse. Mais... Alors, après, moi, j'ai une vision de ça. Et juste aussi, je te pose une deuxième question en même temps. Est-ce qu'il y a un géant qui s'est développé aux États-Unis là-dessus parce qu'ils ont des inventes? Pour le coup, je ne sais pas. Je sais pas. Maintenant, pour moi, quand tu as affaire à un agent immobilier ou un conseiller en immobilier, il doit être capable d'avoir un éclairage sur tous les pans du métier. Tu rencontres un agent immobilier. Alors, c'est aussi pour ça que je fais ce métier-là aujourd'hui, que je fais de la formation, j'accompagne des agences, parce que je pense qu'on a un niveau technique de compétences moyen dans les agences qui n'est pas assez élevé. Oui. Enfin, tu vois, c'est triste à dire, mais tu vas me dire, je bosse pour mon business parce que je forme les gens, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont bons en relationnel, mais par contre qui ne touchent pas à des domaines parce qu'ils ne les maîtrisent pas. Oui. Pour moi, tout à l'heure, on parlait d'investissement avant que tu arrives. Pour moi, quelqu'un qui travaille sur l'investissement, il doit être bon en fiscalité. S'il n'a pas une logique fiscale, il n'a pas une logique d'investissement. Aujourd'hui, quels sont les conseillers en immobilier qui sont capables d'avoir un vernis pour t'éclairer sur la problématique fiscale et voire successorale? Tu vois, moi demain j'ai 59 ans. Quand je pense à investissement, je pense comment je vais donner mon patrimoine à mes enfants. Mais quand tu as 35 ans, tu ne penses pas la même chose. Et tu vois, ce qu'il y a de bien aux États-Unis, et moi je prône vraiment ça, c'est qu'aux États-Unis, tu ne peux pas faire de l'immobilier tant que tu n'as pas une licence pour faire de l'immobilier. Oui. Tu vois, tu es obligé d'avoir une formation spécifique qui dure longtemps, qui n'est pas simple. Ce qui fait que quand tu recrutes des gens, ils ont déjà une compétence, tu vois, déjà de base importante. Et d'ailleurs, tu me dis si je me trompe, mais je crois que la proportion de transactions réalisées par des professionnels aux États-Unis est nettement plus importante qu'en France. Alors aussi, parce qu'elle a grossi aussi en France, parce que la réglementation est devenue tellement compliquée qu'aux États-Unis, tu regardes le film L'Arme fatale numéro 3, il y a Joe Pesci qui essaie avec un agent immobilier, quand il vend une maison, il est obligé de dire que les dealers ont fait exploser la baignoire et qu'il y a eu une attaque, dans la maison. Ils sont obligés de tout dire, par exemple, là-bas. Tu vois, ils ont déjà un niveau d'information sur les biens qui déjà est beaucoup plus important que le nôtre. D'accord. Deuxièmement, il y a aussi un truc qui est important là-bas, c'est que les agents immobiliers sont les avocats d'une des deux parties. Donc quand tu prends un bien immobilier aux États-Unis, tu t'interdis de trouver l'acheteur. D'accord.
Tu vois, tu vois, par exemple, demain tu divorces, tu vas prendre 2 avocats parce que tu vas dire, chacun va défendre les intérêts de l'autre. En France, nous, en fait, tu fais l'achat, la vente, tu fais les deux. Bah, tu vois, déjà, c'est plus encadré là-bas, c'est plus professionnel. Ça veut dire que ça va se professionnaliser davantage en France dans les années à venir. Mais tu vois, la loi Allure, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Mais par contre, ne laissons pas les gens se former, tu vois, 14 heures par an, sans avoir eu une formation initiale. Voilà, donc là, avec les gens avec qui je travaille, on est en train de monter une formation que tu pourras financer avec le CPE de 7 jours, qualifiante, pour pouvoir faire ce métier-là. Mais comment t'imagines faire de l'immobilier sans diplôme, enfin en tant que conseiller, en tant que négociateur, alors que pour couper les cheveux, il faut un CAP. Ça porte préjudice au métier, puisque aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les compétences, qui se lancent, et qui du coup font du tort. C'est pour ça qu'on dit les agents immobiliers ouvrent des portes, mais finalement plus la réglementation. Non mais moi j'aime profondément ce métier-là, et je pense qu'il y a des agents immobiliers aujourd'hui qui sont extraordinaires. C'est une pensée collective. Mais aujourd'hui, quand tu demandes à des gens, ça manque de compétences. Les agents, il y en a plein qui veulent. Moi, j'ai été éduqué là-dedans. Ma mère, si elle pouvait ne pas payer les frais d'agent immobilier, elle les payait pas parce que elle considérait que c'était pas justifié. Et tu vois, moi, je suis agent immobilier. Jamais j'ai fait une transaction de particulier à particulier, ça n'aurait même pas l'esprit. Tellement je pense qu'un agent immobilier, c'est une importance capitale. Tellement je crois que ce métier, c'est un métier, on va dire, c'est un métier de seigneur, quoi. Tu vois, tu rentres dans la problématique des gens, d'investissement, de vie, tu vois, d'habitation. Enfin, c'est hyper, c'est un magnifique métier. Qui devrait être au niveau dans l'esprit collectif, peut-être, et peut-être que demain ça sera le cas, mais quasiment d'un conseiller en gestion de patrimoine. Les exigences pour rentrer dans ce métier-là devraient être. Bien évidemment. Et pourtant, les gestionnaires de patrimoine, tu en rencontres qui sont pas très bons, qui vendent que leurs produits. C'est clair. Tu vois. Mais globalement, dans l'esprit collectif, les gestionnaires de patrimoine, il y a une valeur qui est peut-être plus importante parce que celle... Ils manipulent peut-être plus les chiffres. Mais tu vois, quand tu parles des parts de marché américaines, là, depuis qu'on a mis la loi Allure, qui était une loi qui a réussi à fédérer l'ensemble des professionnels contre le gouvernement à l'époque et Madame Duflot, mais aujourd'hui, ça devient tellement compliqué pour signer un compromis de vente, bah en fait... tu vois, une vente sur 2, je crois, disaient les notaires, de particulier à particulier, ne va pas au bout. D'accord. Tu vois, donc on est passé de 50-55% de part de marché à 70% aujourd'hui, parce que vendre de particulier à particulier, ça devient une galère. C'est énorme, je crois que c'était 98%, je ne vais pas dire une bêtise. 90, c'est énorme. 95, C'est énorme, c'est quasiment toutes les transactions qui se font... Mais ok, donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances, selon toi et l'analyse que tu fais des années qui précèdent, que le marché immobilier devienne de plus en plus structuré en France et qu'on... Mais que surtout, l'agent immobilier a une contrainte, tu vois, de formation initiale, de manière à pouvoir accompagner son client, tu vois. C'est pas simplement un beau gosse qui ouvre des belles baraques, et tu vois, qui va chercher un couple à la descente d'un jet dans une limousine pour faire des visites. Ça, c'est sympa, moi, ça fait rêver, je comprends, mais c'est pas ça. Tu vois, le conseiller, il rentre vraiment dans des problématiques importantes dans la vie d'un couple, la vie des gens. Et il faut qu'il ait un éclairage surtout. Je veux pas qu'ils deviennent fiscalistes ou notaires, mais je veux qu'ils arrivent à poser les bonnes questions et à dire aux clients... Et à minima, orienter vers les bonnes personnes. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, c'est et en plus, ce que je constate, c'est que c'est très compartimenté. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la gestion, souvent, il va pas avoir le même regard que celui qui fait la transac. En fait, c'est pas toujours... tu vois, c'est ça, il faut développer les synergies souvent dans les agences parce que chacun a son couloir de nage. Mais en fait, c'est l'immobilier, c'est un client, il est multi, tu vois. Donc finalement, si je vais au bout de ta réflexion, selon toi, c'est pas tant une nouvelle création de structure qui devrait s'imposer avec des métiers type chasseur, etc. Quoique, je pense que ça peut coexister. Mais c'est finalement les agents immobiliers qui doivent monter en compétences pour essayer de comprendre ces sujets d'investissement et qu'ils soient capables demain de pouvoir répondre aux besoins des investisseurs. Ouais, tu vois, quand Uber arrive, c'est parce que les taxis n'ont pas toujours été super à des endroits. Et ben en fait, quand tu développes... Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, mais un chasseur, par exemple, mais à quoi ça sert ? Alors, quand je dis ça, je suis taquin parce qu'ils font très bien leur boulot, bien évidemment, et ils ont une utilité, mais normalement, quand tu es un bon agent immobilier, tu dois t'occuper aussi bien des acheteurs que des vendeurs. Tu vois, en fait, aujourd'hui, on essaye de découper, par exemple, la chaîne de production de l'immobilier, parce qu'il y a des manquements pour certains agents immobiliers. Je suis d'accord. Mais tu vois, en fait, c'est ce qui me rend... Le métier, si la compétence était suffisante, le métier de chasseur immobilier ne devrait pas exister. Je pense, ouais. Ouais, je suis d'accord. Et moi, j'en ai rencontré des super. Enfin, tu vois, ils font bien leur boulot, ils connaissent bien leurs clients. Ouais, je suis d'accord. Parce que simplement, faut admettre que les agences, des fois, et surtout dans certaines régions tendues, moi, j'ai
j'ai été à la fois dans un réseau de franchise chez le franchiseur, j'ai été en agence, je suis retourné en agence, voilà, et j'ai fait pas mal de transactions ces dernières années-là. Je n'en reviens pas de comment tu es traité quand ton client, des fois. C'est pas méchant, hein, ils sont pas méchants, hein, mais par contre, ils ont un niveau de compétence et d'accompagnement qui est proche de zéro. Pour certains, heureusement, tu trouves des gens bien, heureusement, dans ce métier-là. Mais tu vois, il faut augmenter le niveau. Tu vois, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'outils. C'est extraordinaire, les outils qui arrivent aujourd'hui sur le marché. Et à chaque fois que les outils comme ça sont arrivés, ça a toujours bénéficié aux agents immobiliers. Enfin, tu vois, ils s'emparent des trucs. C'est vraiment génial. Mais est-ce qu'on écoute le client? Est-ce qu'on comprend sa problématique? Est-ce qu'on a de l'écoute active? Est-ce qu'on essaie de lui apporter un éclairage sur un tas de trucs? En fait, c'est ça qu'il faut travailler. Et surtout que l'agent immobilier fait partie de ces sujets, de ces professions où je pense qu'on aura du mal à les faire muter. Ça rassure les gens quand ils font une transaction qui est importante pour eux dans leur vie, d'avoir une personne physique et pas uniquement d'avoir une intelligence artificielle qui répond à nos questions, etc. Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec ton constat. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais en effet, on tend aussi vers ça parce que je pense qu'il doit y avoir une augmentation des compétences auprès de ce public-là. Ouais. Une curiosité. Tu vois, une curiosité. Et c'est souvent c'est pour ça que c'est un métier où souvent les gens qui font ce métier-là sont un peu matures, parce qu'ils ont un peu vécu et ils comprennent qu'il y a des problématiques. Tu vois, quand tu as 25 ans, tu ne comprends pas forcément les problématiques de quelqu'un qui a 55 ans, 2 enfants et qui va partir à la retraite. Bah, tu vois, donc il faut essayer d'élargir le spectre. Après, ce qui va bouger, je pense, c'est les modes d'organisation de travail des agents immobiliers, parce que ça, il y a plein de choses qui changent. Tu vois, avant, tu n'imaginais pas ne pas avoir une boutique. Maintenant, tu as des gens qui sont en étage, qui bossent de chez eux, et ça marche. Bien sûr. Et ça marche. Parce que tu peux avoir une présence sur les réseaux sociaux, la communication est différente. Ouais. Ok, très clair. Sur ton activité aujourd'hui, toi, tu vas intervenir sur la partie coaching, sur la partie management. Comment ça s'organise Bah, en fait, moi, mon boulot, c'est d'accompagner des agents immobiliers dans leur développement. Okay. Donc, je peux faire le pompier quand ça ne va pas du tout, et je peux aussi faire, tu vois, une agence qui va bien et qui cherche à se développer. Tu vois, quand tu as une entreprise, tu as un expert comptable. Ouais. Donc, quand tu as des problématiques financières, tu vas l'appeler. Tu as souvent un avocat ou un notaire sous le coude. En fait, tu n'as personne qui s'occupe de toi en tant que manager, comment tu vis ton poste de management des hommes, avec un grand H, tu vois, comment tu gères ton équipe. Et puis après, quand tu as des problématiques de développement, c'est en fait, est-ce que tu as fait la bonne analyse et est-ce que derrière, tu fais le bon plan d'action pour progresser. Hier, j'étais avec j'accompagne un groupe d'agences. Tu vois, dès que ça va bien, bah, ils ont monté plusieurs points de vente. Et dès que ça va pas bien, bah, ils en ferment la moitié parce que en fait, la stratégie n'était peut-être pas forcément très bonne. Donc, l'idée pour moi, dans mon boulot, c'est d'arriver dans ces réflexions-là avec eux et de les aider à trouver le bon plan d'action par rapport à la stratégie de développement qu'ils ont. Et puis, bien évidemment, la formation est un levier de performance, donc à la fois pour les équipes et puis pour le manager. Parce que souvent, les managers, c'est ceux qui se forment le moins. Ils ont appris sur le tas. Souvent, ils aiment leurs équipes, ils font du bon boulot. Mais c'est compliqué, tu vois, de faire ce métier-là au quotidien. C'est un métier usant. C'est un métier où tous les jours, tu as ton équipe, tous les jours, tu as des clients. C'est un ascenseur émotionnel de dingue. Donc, voilà, qui s'occupe de toi? Qui est capable de t'accompagner sur ces problématiques? Tu fais du coaching pour les dirigeants et en même temps... Ou les conseillers, parce que ça peut être des équipes de mandataires aussi. Ça peut être tout ça, ouais. Les deux. Ouais, du coup, tu fais les deux en même temps, finalement. Bah oui, j'ai pas de. Okay. Tu parles de type de client? Ouais, c'est ça. À la fois, tu fais les managers, directeurs et en même temps les agents immobiliers. Ça peut être les conseillers, ouais, bien sûr. Ouais. Et tu fais que agence immobilière ou tu fais aussi réseau Alors, je peux intervenir sur un réseau. Je suis déjà intervenu sur un réseau national, ouais, aussi, ouais. Okay. Ouais. Sur des besoins de formation spécifiques ou ce genre de choses. Okay. Ce qui est intéressant, en fait, c'est un peu comme le métier de conseiller immobilier. Déjà, il faut que tu comprennes, tu découvres ton client, tu regardes son ADN, comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'il branche, qu'est-ce qu'il ne branche pas. Et à partir de ce moment-là, tu essaies de t'adapter, de lui proposer quelque chose du sur-mesure. Ouais. Okay. Et cette capacité de faire des formations sur mesure. C'est-à-dire, c'est quoi ta problématique? Je vais t'écrire quelque chose pour toi. Toujours financé ou des fois tu les fais financer? Non, des fois c'est pas financé. Okay. Mais c'est un vrai levier pour nous, effectivement, le fait que ce soit financé. Souvent, ils ont du budget, ils ne le savent pas, ou ils ne savent pas bien l'utiliser, ou ils ne comprennent pas. Ou, tu vois, l'agent immobilier est un entrepreneur, il produit, il manage, il est entrepreneur. Et il a une vie de famille aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, souvent, il est un peu perdu dans tout ça. Tu viens le voir et tu lui expliques qu'il peut avoir des budgets, que ça peut l'aider à... Ouais, et puis souvent, le truc le plus compliqué, c'est que souvent, ils sont incompétents, inconscients. C'est-à-dire qu'en fait, ils pourraient développer des trucs, mais ils ne le savent pas parce qu'on ne leur a pas
Tu vois, souvent, quand quelqu'un va vers une franchise, c'est souvent qu'il ne veut pas se retrouver seul. Il veut pouvoir échanger, partager avec d'autres agents immobiliers et puis qu'on l'éclaire aussi un petit peu sur les chemins à prendre. Il y a plein d'agents qui ne sont pas franchisés, qui ne veulent pas être franchisés pour différentes raisons. Cela dit, j'accompagne même des franchisés. Et puis, tu vois, ils ont besoin d'avoir un regard sur leur activité et se poser des questions. Tu peux très bien avoir un cabinet de syndic qui se dit tiens, pourquoi je ne fais pas la transaction, en fait c'est con, je pourrais développer ça. Et tu vois, je peux faire un audit sur une journée en se demandant si il a l'équipe, le temps, l'organisation, est-ce qu'il a fait une étude de marché, et s'il veut aller plus loin, l'accompagner pour qu'il le développe. C'est quoi le volume de personnes que tu accompagnes en 2023 par exemple, ou là on est en 2024 ou 2022, peu importe? Pas assez. Pas assez? Pas assez, parce que pas assez pour moi, mais on va dire 25. Ok. Ouais. Donc ça c'est manager et agent immobilier. Et agent, et conseiller, ouais. Ok. J'ai 2 questions pour terminer, parce que malheureusement on est pris par le temps. Mince, ça passe vite, hein. Ça passe très vite. T'as vu? C'est que ça s'est bien passé alors. Je me suis régalé. J'ai 2 questions à te poser pour la fin. Alors tu m'as dit que tu n'avais pas la réponse, mais on va essayer de la trouver. Ou alors tu m'as dit que c'était tellement inavouable que tu pouvais pas l'avouer. Ça c'est pour créer le buzz. C'est quoi ta passion inavouable? Je suis obligé de te la poser la question. Après tu peux ou pas répondre. Mais... Écoute, à chaque fois que je vais dans un endroit, tu vois, dans une ville, tout ça, il faut que je trouve une boutique qui vend des petits couteaux. Okay. C'est con, hein, tu vois, mais en fait, ma grand-mère un jour m'a offert un petit couteau, comme ça, un petit caniche de gosse, quoi. Et en fait, depuis, je les collectionne. Donc, j'en ai pas des tonnes, mais je suis curieux, je suis attiré pour aller voir ce qu'il y a comme petit couteau à vendre dans un secteur. Donc, quand je faisais toute la France et que j'ai pas mal parcouru la France dans mon job, et ben voilà, j'ai dit, tiens, il y a des couteaux, je vais aller voir. En fait, c'est à quoi ça sert? À rien, c'est pas très glorieux. Mais du coup, t'en as 50, 100 non, ouais, j'en ai une petite cinquantaine. Ouais, tu vois, c'est plus parce que j'ai besoin de voir ce qui se passe. Quoi, des petits couteaux, c'est genre des couteaux suisses, ouais. Des couteaux suisses ou c'est... Ouais, des couteaux suisses, des couteaux, des répliques de couteaux corse, par exemple, qui servent à rien. Quoi. Au moins, ça te permet de te souvenir de là où t'es allé. Ouais. Et puis, si tu veux, je suis un passionné de montres. Okay. Donc comme les montres ça coûtait un peu de sous, toi j'ai pas toujours le budget d'acheter des montres. Alors je me venge, alors soit sur les stylos, soit sur sur les petits couteaux quoi. Mais c'est un truc, c'est marrant, c'est comme les gosses en fait, tu vas dans une ville et tu essaies de voir s'il y a pas un truc qui vend des couteaux, tu regardes, dans 95% des cas j'en achète pas, puis des fois je dis tiens celui-là je l'ai pas, je vais l'acheter, ça sert à rien mais voilà. Tu vois, c'est pas... Tu l'exposes dans une vitrine? J'ai une petite boîte, de temps en temps je les regarde, je suis content, ouais. Bon, c'était pas la passion inavouable dont tu voulais me parler tout à l'heure, ça. C'est pas très funky, j'ai rien d'extraordinaire à t'avouer. Non, celle-là, elle est marrante. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est important de traiter et que tu voudrais traiter pour conclure cet épisode, pour faire passer un message ou discuter d'un sujet? Un petit coup de gueule. Ah bah vas-y, on t'écoute. J'espère que c'est pas contre moi. Hein. Ah non. Ah non, moi j'aime beaucoup ce que tu fais, c'est pour ça que je suis là aussi. Peut-être parce que je vieillis, tu vois. Je trouve que la société est beaucoup trop une société d'image et de fake, et pas assez d'authenticité. Et en fait, les réseaux sociaux ont énormément développé ça. Tu as un tas de gens qui sont des messies... des messies, pas des joueurs de foot, mais des messies de la vente, d'immobilier et tout ça. Et en fait, quand tu creuses derrière, parce que tu te dis, j'ai peut-être loupé un truc, ou en fait, ce que je fais, c'est peut-être un peu ringard maintenant. En fait, quand tu creuses un peu, tu as l'impression qu'il n'y a rien derrière. Et j'ai beaucoup de gens, beaucoup de conseillers ou d'agences qui se font avoir par une espèce de gourou sans fond, alors que je pense que c'est un métier qui mérite véritablement du fond, du temps, de l'analyse, de la compréhension de l'humain. Tu vois, sur un de tes podcasts, il y avait un gars qui avait très bien réussi qui dit, moi, gérer l'humain, en fait, ça ne me passionne pas. Tu vois, c'est la matière première la plus compliquée du monde. Moi, je trouve que c'est la matière la plus passionnante, la plus valorisante au monde. Mais ce n'est pas par une vidéo Internet que tu le découvres. C'est, tu vois, contrairement à ces gens-là, moi, j'ai peut-être plus d'efforts pour les rencontrer, les agents immobiliers, mais quand je les rencontre, se lie une relation qui est vraiment forte, tu vois. Et je crois que si la relation n'est pas forte, en fait, on a du mal à aider les gens. Toi, quand tu fais du coaching, tu passes un quart d'heure, un mec que tu n'as jamais vu de ta vie sur un truc, pour moi, ça ne s'appelle pas du coaching, ça s'appelle de la vente, tu vois, c'est en l'air. Donc là, aujourd'hui, c'est ça, en fait, ma problématique. Alors, j'ai des projets par rapport à ça, je t'en parlerai après. Mais tu vois, c'est ça, c'est le monde un peu du fake et de l'image.
Je trouve que c'est... Et surtout pour un métier qui est le management des hommes, l'agent immobilier, ce qui sont des métiers vraiment riches, passionnants, tu vois, je pense que ça mérite autre chose. C'est la grande difficulté actuelle, c'est qu'aujourd'hui n'est pas primé la compétence, mais plutôt la capacité à communiquer et à attirer. C'est ça. C'est ce qui fonctionne actuellement, ça durera un temps. On est un peu à l'essoufflement de cette partie-là, je trouve. Tu as beaucoup de personnes qui évoquent des chiffres et finalement, tu sais que... Nous, tu vois, on a un centre de formation. Moi, je connais les chiffres de beaucoup de formateurs en France. Entre ce qui est dit et ce qui est vrai, bien sûr. Il y a un monde. Donc c'est... En fait, je pense que c'était OK jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, ça évolue. Et je pense qu'il y aura une tendance qui va plutôt primer... qui va plutôt primer à la sincérité que à la présentation de chiffres qui peuvent sembler impressionnants et qui en réalité sont creux parce qu'il y a un manque de compétences. Mais finalement, ce qui se passe ce qui est décrié et ce qu'on a évoqué aujourd'hui chez les agents immobiliers par le manque de compétences, il est vrai dans beaucoup d'écosystèmes. Parce que la communication se centralise sur un sujet et aujourd'hui, si tu communiques bien, eh bien, tu peux avoir du business malgré une incompétence dans un domaine. C'est ça. Mais ok. Mais oui, après, c'est aussi à nous de nous adapter, tu vois, et de se dire, en fait, comment on fait pour communiquer, pour drainer plus de monde. Je pense que, ouais, alors en effet, il y a cette partie 1, communication, et 2, je pense qu'on va revenir aussi de plus en plus à des basiques, notamment, c'est idiot, mais tu peux avoir l'expérience, mais quand tu es jeune, je crois qu'aujourd'hui, avoir fait une école, même si tout le monde dit que l'école, c'est pas le... mais je pense que finalement, avoir une formation où tu as fait... Moi, j'ai fait Audencia, tu as pu faire une école de commerce, une école d'ingé, tu vas faire un IUT, peu importe. Mais ça a une valeur aujourd'hui quand même malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans un écosystème qui n'ont pas ou peu de compétences, et parce qu'ils ont une compétence sur la communication, ils arrivent à s'imposer d'une certaine manière. Mais je pense que c'est quand même un feu de paille et que ça dure que pendant un temps, puisque malgré tout, les gens cherchent la compétence. C'est pas parce que tu fais pas d'études que tu n'as pas de compétences. Bien sûr. Néanmoins, quand tu en fais, ça t'en apporte des différentes. Et tu vois, je t'ai dit que j'avais lâché honteusement ma première année de Sciences Éco. J'ai repris l'ESSEC quand j'étais au boulot. Et, j'ai fait des modules à l'ESSEC et ça m'a apporté énormément de choses. Ça a conforté ce que je savais. Et puis même, pour aller dans ce sens-là, à l'époque, tu es peut-être allé un peu vite en besogne et ça t'a coûté assez cher. Et on y a passé pas mal de temps. Pour le coup, oui. C'était une leçon, par contre, assez extraordinaire. Mais voilà, c'est ça. Et tu vois, moi, dans mon objectif, d'abord, je me suis mis à faire ça parce que je voulais vraiment vivre au Pays Basque et changer de mode de vie. Et j'y suis très, très heureux. J'ai énormément de chance de pouvoir me partager entre le Pays Basque et Paris et ailleurs quand il y a besoin. Mais tu vois, il y a une phase dans ta vie où tu dis il faut que je transmette. Et il faut que j'apporte aux gens le bonheur de faire ce métier-là, d'être un vendeur intelligent qui écoute, qui est capable d'accompagner ses clients et en même temps un manager qui fait grandir ses hommes. Tu vois, tout à l'heure, je vais retourner voir des personnes que j'ai formées qui aujourd'hui font de l'immobilier et réussissent. Voilà, c'est un bonheur de les voir. C'est un bonheur de les voir. Je pense que c'est un métier de don, ce qu'on fait. Merci Franck. Merci Amaury. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, j'espère. Salut.